Nous allons reprendre, cette fois-ci en continuant donc notre étude avec saint Thomas d'Aquin. Nous avons vu que Avicenne annonce en grande part la doctrine de saint Thomas qui distingue l'être et l'essence et qui les distingue comme composant l'étant et étant associés l'une à l'autre. L'être, l'essai, pour saint Thomas, est indissociable de l'essence, l'essentia. Aussi bien dans l'étant, dans l'ens, mais dans l'étant fini, qu'en Dieu, l'essai, percé, subsistence. Et ici, voyez-vous, il y a une distinction à rappeler qui est que pour saint Thomas, Dieu n'est pas l'infini, comme ce le sera pour Duns Scotus. Duns Scotus, Dieu est l'infini. Et l'infini, c'est le non fini, c'est-à-dire le non déterminé. Donc l'infini a à voir avec cette unité aussi indéterminée et pure. Et vide, alors que l'essai, subsistance percé, est plénitude d'un acte d'être. Et c'est pourquoi Dieu se différencie, se distingue de l'ens fini, de l'ens finitum, en tant qu'essai, subsistence percé, qui est la plénitude d'un actus purum, d'un acte pur d'être. Donc, l'étant fini, l'ens finitum, et l'essai percé subsistence sont distincts. Et ce qui distingue l'ens finitum de l'essai subsistence, c'est que, alors qu'en Dieu, l'être et l'essence s'identifient, dans les temps, ils se distinguent. Nous avons vu que l'être et l'essence sont indissociables. Pas d'essence sans l'être, pas d'être sans essence. Même en Dieu, puisqu'en Dieu, l'essence, pour lui, est d'être. Donc son essence et son être sont la même chose, mais on peut parler de l'essence de Dieu en tant qu'il est l'essai purum. Son essence, c'est d'être. Il s'ensuit que l'être n'est pas sans essence, et que l'essence n'est pas sans l'être. En d'autres termes, l'être de l'étant est l'acte d'un étant limité par une essence. Il ne faut donc pas confondre être comme acte, ut, actus, et être en acte, in actu. C'est une distinction que fait le grand thomiste italien Cornelio Fabro, qu'il faudrait étudier d'ailleurs. Donc l'actus essendi et l'actus entis sont distincts comme l'être ut actus et l'être in actu. Et ceci est très important parce que cela permet de distinguer l'essai de l'étant, mais comme on le verra, de saisir l'essai comme l'acte de l'étant. Le nœud noué par la kinate, comme on l'appelle, entre l'être et l'essence dans l'étant,
Ce nœud est défait par Heidegger, ouais, quand il rejette l'idée d'un étant réduit à l'essence, à sa représentation. Et nous savons qu'en parlant de différence ontologique, Heidegger dénonce la confusion de l'étant avec l'essence, avec sa représentation. C'est une confusion qui est l'œuvre de la métaphysique, de la subjectivité des modernes, avec laquelle Heidegger confond toute métaphysique. Pour lui, toute la métaphysique, c'est cela. C'est la métaphysique de la subjectivité des modernes. Or, l'étant n'est pas, chez saint Thomas, sa représentation. Et pour Heidegger, il en est de même. L'étant pour Heidegger se donne à voir et à vivre à partir de lui-même, oui, en dehors de toute essence. Oui. Tel est le Dasein, l'être là. L'être de l'étant, le Sein, reste en retrait de ce qui se donne à voir là, dehors. Il est en dehors, au-delà de l'essence, au sens de construction de la raison ou de production de l'entendement. L'essence a pour Heidegger un autre sens, celui du terme allemand Wesen, qu'il utilise pour définir le Dasein. L'essence a pour Heidegger donc le sens de Wesen qui est de rendre présent. C'est rendre présent. Ainsi, l'auteur de Sein und Zeit parle du Wesen des Dasein, l'essence du Dasein, autant ce qui rend présent le Dasein. Ainsi, la traduction de Das Wesen des Dasein liegt in seiner Existenzwesen se traduit malheureusement en français en recourant au terme essence. L'essence du Dasein réside dans son existence. Or, au sens de Wesen, l'essence du Dasein signifie l'être qui se rend présent en se donnant à voir. Il existe en sortant de lui-même pour se trouver là, jeté dehors, comme un étang duquel, aussitôt apparu, ce qui le propulse hors de lui-même se retire et laisse le Dasein là, suspendu dans le vide. Et l'existence, donc, pour le Dasein, c'est de se tenir là, hors de, exister, être hors de. Mais hors de quoi? D'où provient ce qui provient? Il s'agit de l'être, nous dit Heidegger. L'être serait donc, s'il s'agit de l'être, du Sein, il faudrait dire que l'être serait ce qui sort de soi. Or, l'être, s'il sortait de soi, ça serait d'être. C'est ce que veut dire l'être est indivis, un en ce sens qu'il ne saurait se séparer de soi. L'être se divise, il se divise en être et en non-être. D'où la question, l'être existe-t-il? C'est-à-dire sort-il de lui-même? La réponse à cette question relève d'un défi. Se trouve-t-elle cette question chez l'Akinat? L'étude de Jean-Christophe Bardou que nous avons évoquée révèle à rebours
toute son utilité ici, en se demandant si l'existentia a une portée conceptuelle dans la pensée de Thomas d'Aquin. Eh bien, nous allons étudier un peu cette question pour voir si nous devons ou pas adhérer à cette affirmation de Bardou. Comment concevoir le lien entre esse et existere? C'est parce que pour lui, esse et existere, c'est la même chose, quoi, finalement. Donc, si existere signifie sortir de, cette sortie peut prendre deux sens opposés. Un sens négatif et un sens positif. Existere au sens négatif signifie sortir de l'être, ce qui entraîne une entrée dans le non-être, car l'être ne saurait exister, c'est-à-dire sortir de soi, sans cesser d'être. Esse et existere au sens négatif sont donc incompatibles. Sans l'être qui le fonde, l'étant existerait, sortirait sans cesse de nulle part, ne reposant sur rien, ouvrant sous ses pas un abîme sans fond. C'est suspendu dans le vide. L'existence, ainsi comprise, serait pure relation sans terme relatif. Elle serait désubstantialisée. Non substantielle, elle se réduirait au simple accident. En l'occurrence, l'accident de la relation. Donc la substance ici serait volatilisée au profit de la relation qui serait sans terme au bout de cette relation. Par définition, l'accident n'est ni en soi ni par soi. Il est ce qui arrive. Acquidit. Il est ce qui arrive dans un autre. Son être est d'être dans un autre. C'est comme ça qu'on définit l'accident. In esse. Il n'a d'être qu'en étant dans la substance. La blancheur en soi n'existe pas. Ce qui existe, c'est la page blanche. Sans support, donc considéré comme un accident, l'existence serait pure relation, toujours exposée à la poursuite d'un autre dans lequel elle chercherait en vain à se poser, puisqu'elle ne le trouverait jamais. Elle ne trouverait jamais un fond qui la fonde. L'existant relié à rien se poursuivrait sans fin lui-même comme un autre, toujours autre que soi, en plus d'être autre d'un autre. Il serait fuite en avant, énergie dépensée en pure perte. Ainsi, l'étant jeté en avant, projeté, peut se définir comme existence, sortie de soi, et être pour la mort, tel le Dasein, heideggerien. Cependant, le sens de l'existere ne consiste pas exclusivement à rejeter, à projeter l'étant hors de soi, devant soi. Il a aussi un sens positif. L'être laissé est au plus profond de l'étang, de l'ens, ce qui le fonde. C'est l'acte constitutif de tout ce qu'est l'étang. L'être est toujours l'acte de l'étang. L'existence de l'étang n'est donc pas une sortie hors de l'être. L'étang ne cesse pas d'être, par conséquent, en existant. Esse et existere ici ne sont pas incompatibles et se rejoignent même. Puisque l'étang existe parce qu'il est. C'est parce qu'il est qu'il existe. Parce que sinon, il serait suspendu dans le vide, encore une fois, comme le Dasein. Exister, pour lui, signifie un acte d'être
qui le constitue du dedans, lui donne son épaisseur substantielle et sa subsistance. L'existence n'est donc pas prise au sens d'une sortie hors de l'être, se dispersant dans un chaos inintelligible ou s'abîmant dans un fond sans fond. Ce serait un étant sans essence et sans être. Elle est au contraire située, posée, parce que exposée, hors du non-être. C'est ça ce que exister a un sens positif ici. Pour exister, ici, il faut être. Quant à l'être, lui, il n'existe pas, car il est un et indivisible. C'est un acte unifiant tout ce qui compose les temps et lui donne de subsister en existant, non comme jeté dans le monde en se dispersant, mais en se recevant comme il est, conformément à son essence. Vous voyez, donc l'étant, ici, vraiment, est constitué d'un être et d'une essence, sans lesquels il serait inintelligible et sans fondement. Ainsi, l'être et l'existence se rejoignent, à condition de rejeter le sens négatif de l'existérer. Exister au sens positif ne signifie pas sortir de l'être. Si l'on peut donc parler de l'existence de l'étant, c'est parce que celui-ci est et subsiste en étant maintenu dans l'être. L'être est donc l'acte de l'étant, l'actus entis. L'expression se trouve dans le De Veritate, vous aurez la référence. Il est ce qu'il y a de plus profond et de plus intime en lui. Esse autem est illud quod est magis intimum qui libet, et quod profundius omnibus est, cum sit formale respectu omnium que in re sunt. Somme de théologie. En la première partie, question 8, article 1, ad quartum. Sans être, donc, l'étant existerait au sens négatif, sans fondement, s'effondrant sur soi, ouvrant un abîme sous ses pieds. La question se pose toutefois de savoir si l'étant, en existant, se réduit à un pur acte d'être, actus essendi. Si tel était le cas, qu'est-ce qui distinguerait l'étant fini et Dieu qui est acte pur d'être, et c'est purum. Donc l'étant n'est pas un pur acte d'être. C'est une importante observation à faire. Que devient la distinction entre l'être et l'essence, alors, dans la créature, si l'étant n'était qu'un actus essendi? L'être peut-il se concevoir sans essence, comme pure existence de ce qui se trouverait là, hors de soi, sans raison? Autrement dit, est-ce que vraiment le Dasein, ou l'être, l'étant, l'essence de l'étant, est-ce bien d'exister? Nous sommes en plein remise en question de la définition heideggerienne du Dasein, dont l'essence est d'exister. C'est ça ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes ici face à la définition heideggerienne de l'étant, de l'être là, précisément. Pour saint Thomas, puisqu'il attribue une essence même à Dieu, qui est l'esse purum, l'être ne peut se concevoir dans les temps sans essence. Même l'essence de Dieu qui est l'esse purum n'est rien d'autre que son être. C'est même dans Dieu, donc il y a une essence en ce sens. Si donc Dieu, qui est l'être même, ne peut se concevoir sans essence, car sans essence, l'esse purum lui-même serait inintelligible pour lui-même, à lui-même.
Combien plus encore, donc, les étangs finis ont-ils besoin d'avoir une essence pour être intelligibles? Donc, vous voyez, l'essence et l'être sont intimement liés. En Dieu, ils s'identifient, dans les créatures, ils se distinguent, mais ils sont indissociables, l'un de l'autre. Alors, Étienne Gilson avait identifié à un moment donné, avant de se rétracter, actus essendi et existentia. Il parlait de l'être comme de l'existence. Pour lui, parler de l'être, c'était parler de l'existence. Mais à vrai dire, quand il parlait de l'actus essendi et de l'existentia, c'est par un effet de mode dans le contexte de l'existentialisme alors dominant. Mais en vérité, il voulait mettre l'accent sur le sens d'acte d'être en l'opposant au fait d'être, à un état. C'est vrai, on a parlé de ça. Ainsi, après avoir traduit ens par être et esse par exister, il adopte la traduction d'ens par étant et d'esse par être, dans sa 6e édition du thomisme. Et il fait la même correction dans la dernière édition de l'être et l'essence. À l'appui de sa rétractation, pour se justifier, il précise au passage que la traduction d'essai d'actus essendi par existentia avait été faite par Bagnès, théologien 16e, et qui donc, c'est à partir du 16e que cette notion d'existentia apparaît comme équivalente à l'actus essendi. Et elle sera banalisée par la suite, ce qui suppose un infléchissement de l'interprétation de la pensée de Thomas, qui n'a usé de ce terme que de manière parcimonieuse. J'ai déjà cité Cornelio Fabro, qui rejette, lui, de manière plus explicite l'équivalence d'essai et d'existentia. Il souligne qu'une telle confusion contribue à ce qu'il appelle l'obscurcissement du sens authentique de l'essai thomiste comme acte. Et donc là, c'est une très grande, une observation très importante. L'être de l'étant n'est pas un fait, un état de ce qui est en acte. Mais c'est l'acte de l'étant, l'actus entis, par lequel celui-ci existe au sens positif, alors, c'est-à-dire hors du non-être, et en acte conformément à son essence, c'est-à-dire en acte parce qu'il est en acte en fonction de ce qu'il est. Rien n'est sans être ce qu'il est, si on peut dire. De son côté, donc, Jean-Christophe Bardou, qui tient à la notion d'existence, se propose, lui, d'identifier l'acte d'être et l'existentia, mais sans distinguer acte d'être et être, acte d'être ut, actus, et être in actu, c'est-à-dire l'être comme acte et l'être en acte. C'est pas la même chose. C'est intéressant. Très subtile, très profonde aussi, distinction faite par Cornelio Fabro. Si on entend existence dans son sens ontique, écrit Bardou, il reste évidemment loisible d'identifier l'acte d'être ou l'être en acte et l'existence. Lui, il identifie l'acte d'être ou l'être en acte. Il ne fait pas de distinction. Donc il faut, et notons ici, avant d'y revenir, que l'assimilation de l'acte d'être à l'être en acte est significative, car elle suppose justement la réduction de l'essai à l'existere, c'est-à-dire au fait d'être, fait d'être là. Être en acte, en effet, résulte de l'acte d'être. Le fait d'être suppose un acte d'être qui justifie cette présence-là de l'étant. En ce sens, l'existence signifie le fait d'avoir reçu l'être qui est désormais l'acte de l'étant, l'actus entis. L'actus entis, l'acte de l'étant.
c'est-à-dire de l'étant en acte. Et il faut ajouter qu'en tant qu'acte de l'étant, l'être est l'acte de l'étant déterminé comme tel étant, et non comme tel autre. Autrement dit, il est ce qu'est l'étant déterminé par une essence, en sachant que l'essence est toujours ce qui détermine, ce qui permet de dire ce qu'une chose est, ce qui permet de définir une chose, de dire ceci et cela, quoi, disons. L'être donc n'est pas sans essence dans les temps, c'est important. Par conséquent, si l'acte d'être signifie exister au sens positif, il faut conclure que l'existence n'est pas sans essence. Une existence sans essence, encore une fois, ce serait ce Dasein heideggerien jeté là dans le monde, suspendu dans le vide. Le présent, le temps de s'absenter, comme je le disais. Alors, finalement, l'entreprise de Jean-Christophe Bardou met l'accent sur l'existence comme fait de se trouver là, et de restreindre donc le rôle de l'essence dans la constitution de l'étant. L'essence ici est vraiment a presque aucun rôle à jouer. Et d'ailleurs, il souligne, je cite, qu'une ontologie n'est pas existentielle au seul motif que le plan de l'essence n'est pas l'ultime parole de l'être. Une phrase qu'il faut traduire si on veut la rendre un peu plus intelligible, pour la comprendre, et que je traduirai comme ceci: l'ontologie est existentielle, bon, l'étant existe, est une existence, se réduit à son existence, au fait d'être là, précisément parce que l'essence n'a aucun rôle déterminant à jouer par rapport à l'être qu'il reçoit. Il est simplement un être qui sort de lui-même, quoi. Qui se trouve là, jeté dehors, en étant expulsé par on ne sait quelle force mystérieuse qu'on va essayer d'ailleurs de comprendre. Donc, aux yeux de Bardou, cette identification permet en revanche de reconnaître pleinement le caractère d'être actuel de l'existence, qui se confond avec l'étant en acte, mais sans considération de l'essence, et même sans considération de la distinction que fait Cornelio Fabro entre esse ut actus et esse in actu. C'est l'être comme acte et l'étant comme en acte, ce qui est en acte. Il précise en effet que, au sens ontique, c'est-à-dire ce qui se rapporte à l'étant, le simple fait de l'existence est en quelque sorte assumé par l'acte d'être. Être en acte, c'est être effectivement, c'est exister par opposition à ce qui n'est pas, n'est que dans l'âme ou encore n'est que puissance. Donc, l'être seul constitue l'étant au sens d'être posé hors du non-être, sans considération de l'essence, mais cela ne suffit pas à donner à l'existence son sens pleinement positif, c'est-à-dire de ce qui est posé dehors, là, hors du non-être, dans l'être, dans un acte de l'être, dans un acte qui fait que l'étant soit un acte, l'être comme acte de l'étant. Alors, on voit qu'ici aussi, ils ont un rapport entre l'essence et l'être qui est tout à fait relâché. Or, en bon thomisme, si j'ose dire, l'être est un acte qui est toujours un acte de l'étant fini, parce que déterminé par une essence. Et l'essence détermine l'étant comme étant tel étant, de telle manière que tel étant ne soit pas tel autre étant spécifiquement, évidemment. Mais elle ne lui confère pas son individualité. Ce rôle revient à l'acte d'être, n'est-ce pas, qui fait d'un étant un étant qui a son acte d'être propre, qui le distingue d'un autre étant, qui est aussi, mais qui n'est pas un autre étant. Alors Étienne Gilson fait observer avec l'acuité qui le caractérise
qu'il y a dans l'individu plus que l'essence. Comment, en effet, à partir de l'essence, expliquer l'individu? L'école scotiste y a répondu à partir de la doctrine de Duns Scott, qui ne comprenait pas que l'essai pouvait s'ajouter à ce qui est déjà, ce qui est supposé que l'essence est un être, et que par conséquent, elle n'a pas besoin de recevoir l'être. Parce que comme l'essence est déjà tout l'être, l'essence est déjà tout l'être. Alors, on ne peut pas comprendre pourquoi on va ajouter encore un être. Puisque l'essence ici prend elle-même, absorbe tout ce qui est réel. Donc ici, vous voyez, c'est très important ça. C'est la difficulté d'expliquer, je cite, l'individu à partir de sa propre notion de l'être, commente Étienne Gilson, qui a fait du scotisme une métaphysique de l'individuel. Salutaire avertissement, dit-il, à tant de thomistes qui confondent individuation et individualité. Parce que l'individuation, c'est par la matière dans les temps composée de matière et de forme qui, comme l'explique très bien dans son opuscule de l'être et l'essence, que c'est la materia signata qui individualise. Tandis que ce qui fait l'individualité, c'est l'acte d'être de l'étant. Car si la métaphysique de l'essai n'expliquait pas l'individualité mieux encore que celle de l'essence, il y aurait lieu de la réviser. Mais on le sait, unum quodque est per suum esse. L'essai, qui n'est pas le principe d'individuation, est l'acte premier de toute individualité, et il est bon de s'en souvenir. Donc, vous voyez, c'est l'acte de l'étant, son être, fait de cet étant un être en acte, qui jouit de son propre acte d'être, et qui en fait un individu distinct d'un autre individu. Et donc, c'est le rôle de l'être ici, de l'acte qui, en tant qu'acte de l'étant, est décisif. La doctrine de l'Akinat ici est claire. L'être et l'essence sont deux composants distincts, mais indissociables de l'étant fini. Selon Bardou, la pure actualité de l'acte d'être suffit, en posant l'étant hors du non-être, à le réduire à une pure exposition en dehors de l'âme, c'est-à-dire de l'intellect, et du principe qu'il effectue. Si on s'attache, citation, à une détermination plus stricte de l'existence, comme être exposé hors du principe qu'il effectue, la pensée thomiste prend alors une autre direction. Si, comme dit Étienne Gilson, on peut opposer les philosophes de l'essence à celle de l'existence, ne convient-il pas de s'interroger aussi sur la différence de ce que Gilson voulait unir, l'acte d'être et l'existence? Ici, la question est bien posée. S'interroger sur la différence entre l'acte d'être et l'existence, si nous comprenons bien, signifie remettre en question cette différence, justement. Cette remise en question donnerait ainsi une autre dimension au thomisme, ne s'opposant pas, c'est ce que dit Bardou, disons, cela donnerait une autre dimension au thomisme en n'opposant pas l'essence et l'existence. Et pour cause, puisque l'étant existerait hors essence. Ne serait-ce pas alors parler plutôt d'un autre thomisme, c'est-à-dire d'un thomisme finalement qui n'en est pas un, quoi. Affirmer qu'Étienne Gilson couvre de son autorité une constante confusion entre essai et existere, ce dont en réalité, selon Bardou, il faudrait plutôt se réjouir, n'est-ce pas oublier que, comme nous l'avons rappelé, l'auteur de l'être et l'essence n'a jamais voulu entendre autre chose qu'essai en traduisant le mot par existence. Il n'y a pas de confusion entre les deux termes parce qu'il n'y a pas de différence entre eux dans l'esprit d'Étienne Gilson avant sa rétractation. Donc, essai, existence, c'est lui, essai, ce n'est pas exister. En vérité, Gilson n'a jamais usé du terme existence dans le sens de ce qui se trouve hors essence,
mais comme ce qui désigne l'acte de l'étant composé d'être et d'essence. Hein. Il faudrait plutôt chercher la source de la confusion dans la fusion d'essence, d'acte d'être et d'existence. Bon, hein, retenons bien notre axiome, l'être n'existe pas. L'être ne sort pas de lui-même. Si l'être sortait de lui-même, il cesserait d'être. C'est l'unité de l'être. Bon, c'est parménidien. L'être et le non-être n'est pas, on veut dire. Certes, comme le souligne Jean-Christophe Bardou, il ne manque pas de texte de saint Thomas montrant que ce dernier n'ignore pas le terme existere. Mais, comme je l'ai dit, il en fait un usage restreint et il l'use au sens dense, au sens d'étant. Donc, faut-il en conclure que l'étant existe au sens de se trouver là, de présenter tel ou tel caractère, d'être en telle situation? Oui, si l'existence a le sens d'être sans essence, d'être par soi plus que par un autre. Mais est-ce la réponse de saint Thomas? C'est ça. Voilà, parce que pour saint Thomas, l'existence doit être comprise au sens de l'être vraiment, qui est l'acte de l'étant, donné avec une essence qui détermine l'étant. Et donc, l'être ne peut pas se concevoir dans les temps sans essence, de même que l'essence ne peut pas se concevoir sans l'être. Ouais, donc, l'existence hors essence ne se laisse pas conceptualiser et finit par se retrouver contre toute forme d'objectivité intelligible. Ouais, c'est l'être jeté dans le monde, l'existant, donc l'étant, donc... et donc réduit à la condition de choses en soi inconnaissables. Il ne se laisse pas déduire à partir d'autre chose que lui-même. Le fait d'exister ne nous apprend rien sur ce qu'il est, sinon à se présenter à partir de lui-même, comme dit Heidegger. Et cette pauvreté de l'étant qui existe en se vidant de tout contenu. Exister, c'est se vider, quoi. Et ça pousse à le chercher, ça le pousse à chercher dehors ce qui pourrait le justifier, à se jeter en avant, à se projeter. Et il finit par se perdre en cherchant à combler son vide avec un succès d'année de l'être qui serait justement un transcendantal considéré sans l'être, c'est-à-dire l'un, c'est-à-dire la vie, la puissance, qui serait au-delà de l'être, qui sont autant de figures donc de flottantes, n'est-ce pas, sans l'être. Et donc c'est pourquoi cette recherche serait vaine. L'identification de l'être et de l'existence, sans considération de l'essence, conduit inévitablement à remettre en cause la composition d'être et d'essence dans les temps. Ça c'est clair. Or, l'étant réel est, pour saint Thomas, une communauté d'être et d'essence. L'étant ne peut être ce qu'il est que par un être qui, sans se confondre avec son essence, ne lui soit pas étranger. S'il n'était pas composé d'être et d'essence, l'étant ne serait que la manifestation d'un être au-delà de l'essence, inconcevable, donc inintelligible. Une essence sans l'être, un être sans essence, c'est un étant insignifiant et inconsistant, quoi. C'est un faux être là, quoi, presque. Donc l'existence sans l'être et sans essence se ramène ainsi à une inexplicable manifestation de soi et s'épuise même à se manifester pour finir par se trouver là, insignifiant et inconsistant, là, étant tout ce qui reste du Dasein, au point que vous savez que dans la lettre sur l'humanisme, Heidegger avait dit que l'être du Dasein, c'est le là. Il faudrait dire du Dasein qu'il est l'être le là, dans un français impossible. Donc si l'être ne se laisse pas accompagner d'une essence dans les temps,
sous prétexte de ne pas s'y réduire, ce que reproche Heidegger à la métaphysique de la subjectivité qui, pour lui, réduit les temps à l'essence, à la représentation, au discours sur les temps, il ne lui reste plus qu'à se retirer, de l'étang, au-delà de toute essence, et s'abîmer donc dans l'inintelligible. Il est alors inconnaissable, oui, non seulement pour nous, mais pour lui-même. Et cette inconnaissabilité est caractéristique du non-être inintelligible de l'un ou du bien qui se situe au-delà de l'être, comme on l'a dit, comme suspendu, comme ça, volant, disons, n'est-ce pas, dans l'air, sans se reposer sur un être. Donc, pour une métaphysique de l'être, l'étant est, et son être n'est pas sans son essence. Dans l'étant, l'être n'est pas au-delà de l'essence, tout en conservant le primat sur cette dernière, parce qu'évidemment, l'essence n'est pas. L'essence n'est pas. C'est l'être qui fait être. Le primat de l'être sur l'essence ne peut être entendu comme un au-delà de l'étang. C'est dans l'étang que ça se passe. Sans l'être, l'étang serait pure existence suspendue dans le vide, et l'essence ne serait qu'un pur possible, jamais réalisé, comme on l'a vu d'ailleurs chez Avicenne. Or, l'étang réel est et exerce son acte d'être propre dans les limites de son essence. L'essence est toujours ce qui limite, ce qui détermine, ce qui contracte l'être dans l'étang. Tout étant est grâce à la fécondation d'une essence par son acte d'être, dit Gilson, avec le don de la formule qu'il a pour ramasser le sens d'une pensée. Étienne Gilson a bien montré que l'être de chaque étant lui est plus intime que son intelligibilité et que tout se passe comme si chaque acte d'être réclamait l'essence qu'il actualise dans la synthèse dont il jaillit. Et donc l'étant réel se présente comme l'union d'un acte d'être et d'une essence qui le détermine et le rend intelligible. Coupé de l'essence que l'être actualise dans les limites imposées par celle-ci, l'étant errait dans l'oubli de son origine et dans l'ignorance de ce qu'il est en réalité. Il serait pure existence dénuée de sens et de fondement, sans essence et sans être. Renonçant à être, l'étant ne trouvera refuge que dans le non-être, dans une mystique nihiliste, qui sera le seul remède à son désespoir. Donc l'essai est l'acte en vertu duquel un étant est un être actuel, réel et signifiant. Bagnès, qu'on a évoqué, et que Étienne Gilson a rappelé pour dire comment il avait traduit l'acte d'être par existentia. Il avait traduit l'acte d'être par existentia en tant qu'il se distingue réellement justement de l'essence. Distinction réelle de l'essence. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire que cette distinction réelle. C'est pas une séparation de deux choses. Il s'agit d'une composition qui n'est pas une juxtaposition. Cette distinction signifie que l'être n'est pas l'essence et que l'essence n'est pas l'être. Elle ne signifie pas que l'être peut être donné aussi bien dans l'étant fini qu'en Dieu sans l'essence et l'essence sans l'être. Ah, c'est très important. L'existentia conçue comme l'être donné sans essence ouvre la voie à une conception comme celle de Jean-Paul Sartre, selon laquelle l'existence précède l'essence. Et l'existant a donc libre cours de se donner l'essence de son choix. On l'a déjà évoqué. Si son essence n'est pas donnée en même temps que son être, chacun est libre, en effet, de se projeter comme homme, comme chien ou chat.
libre même de faire abstraction du corps, avec les déterminations propres au corps. Donc ici, vous avez déjà en germe un peu les fondements de la théorie du genre, ici, l'indistinction des sexes. Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'aller dans l'étang au-delà de l'essence, et d'y aller jusqu'à l'être, mais de sortir de l'étang, de sortir de la nature, de ce que l'on est. L'existence humaine serait donc pur projet, en effet. Les conséquences d'une telle pensée montrent la nécessité qu'un étant soit composé d'être et d'essence, et en lequel l'être ne peut précéder l'essence, ni la causer. Et l'essence, sans l'être, peut être conçue en tant que telle, comme le montre saint Thomas. Mais alors, elle ne renvoie à aucun étant réel. Chercher le fondement de l'étang hors de l'étang, c'est déjà se trouver en dehors de l'étang. Or, l'étang est. Il possède l'être comme l'acte qui le constitue du dedans, mais non sans le constituer selon une essence qui le détermine, certes, comme tel étant. Dès qu'on pose l'être à part de l'essence, il devient inexprimable. De quoi s'agit-il alors? Un être sans essence est-il concevable? Saint Thomas répond à cette question en montrant que l'être même de Dieu n'est pas sans essence, puisqu'il dit que son essence est d'être, et son essence est son être, sans quoi il serait inintelligible à lui-même, comme je le dis, en plus d'être inconnaissable pour nous. Ce qu'il est évidemment en tant qu'être subsistant qui dépasse les limites de nos capacités de comprendre. Le dépassement de l'essence a conduit au dépassement de l'étang et aux philosophies de l'un ou du bien, qui s'identifie chez les néoplatoniciens, de l'idée ou du concept, de l'idée platonicienne, du concept hégélien, de l'esprit absolu, disons, ou de la volonté de puissance, de la volonté comme puissance même, faudrait dire, quand on parle de la volonté de puissance de Nietzsche, de la puissance même comme vie. La vie devient vraiment ce qui est l'ultime explication de ce qui existe là. En cherchant leur fondement au-delà de l'essence, elles ne l'ont fatalement pas trouvé dans l'esse per se subsistens. L'être n'est pas sans essence, puisque son essence est d'être. Il n'en est pas de même de l'un, du bien, de la volonté de puissance, de la vie, de la force, qui sont sans essence parce que ils sont au-delà de l'être, justement. C'est-à-dire que étant au-delà de l'être, ils sont au-delà de l'essence, dans la mesure où l'être et l'essence, ici, en Dieu s'identifient, alors que là, n'est-ce pas, puisqu'ils ne sont pas l'être, mais l'un, le bien, la vie, la volonté, la force, la puissance, mais est-ce que c'est l'être, ça? C'est l'être, c'est l'être, n'est-ce pas, c'est ce qui est en acte avec tout ce que nous pouvons en dire, et que déjà, dès Parménide, on a pu déduire de l'être en tant qu'immuable, en tant qu'éternel, en tant qu'infini, en tant que parfait, etc. Bon alors, donc, tout ce que nous avons dit nous semble bien confirmer que le seul sens recevable du terme « exister », si on y tient comme Bardou, est son sens positif, celui d'étant en acte, en vertu de son acte d'être, contracté dans une essence. L'étant est ce qui a l'être. Hoc quod habet esse efficitur existens. Mais il n'a pas l'être sans l'avoir reçu. Et il ne l'a pas reçu sans être déterminé par une essence. Il est l'étant et il est ce qu'il est. Il n'existe pas, au sens négatif, parce qu'il ne sort ni de son essence, ni de son être. L'existence au sens positif dénote l'étant effectif, possédant l'être reçu. L'existence est l'étant en acte. L'étant existe, donc, au sens positif, au sens d'être posé hors du non-être.
mais il n'existe pas au sens négatif d'une sortie hors de l'être, abstraction faite de l'acte d'être par lequel il est. Bien, nous reviendrons là-dessus. On va faire une petite pause.